Connor ouvrit les yeux au doux son d'une musique classique qui emplissait délicatement l'espace de sa chambre de 85 mètres carrés. La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées, projetant une douce lueur sur les jardins méticuleusement entretenus de la propriété familiale de Newport. À 32 ans, Connor possédait tout ce que la plupart des gens recherchent, richesse, statut social et un bureau d'angle chez Investissement, l'entreprise que son père avait créée de toutes pièces. En entrant dans son dressing, plus grand que la plupart des salons, ses doigts effleurèrent des costumes de créateurs chacun valant plus que ce que beaucoup gagnent en un mois. Son personnel de maison avait déjà préparé son petit déjeuner, une omelette parfaite avec des copeaux de truffes et du jus d'orange fraîchement pressé. Malgré tout ce luxe, Connor mangea seul, comme il le faisait souvent, dans la salle à manger caverneuse conçue pour recevoir des dizaines de convives. « Monsieur votre voiture est prête », annonça Martin, son chauffeur depuis 8 ans, debout respectueusement sur le seuil. Connor hocha à peine la tête, distrait comme d'habitude. Sur le chemin du bureau, il observa la ville se perdre derrière sa fenêtre, des gens pressés d'aller au travail, des mères poussant des poussettes, des couples se tenant la main. C'était un spectacle de normalité, de vie quotidienne. Mais malgré sa richesse et ses privilèges, Connor ressentait un vide inexplicable, comme s'il manquait quelque chose à sa vie, quelque chose de fondamental. Chez Investissement, les employés se redressèrent lorsqu'il franchit les portes vitrées. « Bonjour, monsieur » murmurèrent-ils, le sourire aux lèvres, professionnel. Son assistant lui tendit son emploi du temps chargé, réunions, conférences téléphoniques, déjeuner avec des investisseurs potentiels. C'était la routine méticuleuse d'un cadre financier prospère, mais tout semblait mécanique. Après une réunion du conseil d'administration particulièrement épuisante ce soir-là, Connor desserra sa cravate en regardant par la fenêtre de son bureau. Il avait commencé à neiger, la première de la saison, et 52 étages plus bas, la ville se transformait en un paysage hivernal féerique. Quelque chose en lui s'éveilla, un profond besoin d'échapper à la perfection étouffante de sa vie, ne serait-ce que pour un instant. « Je vais me promener », dit-il à son assistant, qui le regarda comme s'il venait d'annoncer son départ pour la Lune. Dehors, l'air froid lui frappa les poumons comme une décharge. Il marchait sans but, savourant l'anonymat au milieu de la foule des acheteurs de Noël. Après quelques pâtés de maison, quelque chose attira son attention. 2 petites silhouettes blotties dans l'embrasure d'une porte d'entrée abandonnée. En s'approchant, il vit que c'étaient des enfants ou des jumelles, âgés de 5 ou 6 ans peut-être, au visage identique encadré de cheveux blonds emmêlés. Malgré la saleté sur leur visage, leurs traits étaient délicats, presque familiers. Elles portaient des manteaux roses en lambeaux sur des robes usées jusqu'à la corde, serrant contre leur poitrine des ours en peluche usés. L'une des filles leva les yeux, son regard bleu vif croisant le sien. Le cœur de Connor battait la chamade. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui transperçait l'armure qu'il s'était construite. « S'il vous plaît, monsieur », dit la fille d'une voix faible mais claire dans l'air hivernal. « Pourriez-vous nous aider à retrouver notre maman ?» Le deuxième jumeau se tourna alors, le fixant du même regard. Elle a dit qu'elle reviendrait. La gorge de Connor se serra tandis qu'il s'accroupissait à leur hauteur. « Où l'as-tu vue pour la dernière fois » demanda-t-il doucement. Le menton de la première fille tremblait tandis qu'elle parlait. « Elle nous a quittés hier. Elle nous a dit d'être courageux. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Connor, un barrage qu'il avait construit il y a longtemps. Des larmes lui montèrent aux yeux en regardant ses enfants abandonnés, si vulnérables et pourtant dignes dans leur souffrance. Il ne comprenait pas pourquoi il pleurait, pourquoi ses enfants en particulier le touchaient si profondément alors qu'il avait déjà croisé d'innombrables sans-abri. Mais tandis que les flocons de neige se posaient sur leurs cils, quelque chose d'inexplicable le tira au cœur, comme un souvenir qu'il n'arrivait pas à saisir. « Je t'aiderai » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Connor était loin de se douter que cet instant, cette rencontre apparemment fortuite par un soir de neige allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir de lui-même et de sa vie parfaite. Le cœur de Connor battait fort en regardant les jumelles frissonner dans l'embrasure de la porte. « Je m'appelle Connor » dit-il doucement. « Comment vous appelez-vous » répondit l'une des filles d'une voix calme mais douce. « Je m'appelle Lily, et voici Emma. » Sa petite main protégeait celle de sa sœur. « On a faim. » Connor ressentit un élan protecteur qui le surprit. « Je vais t'emmener au chaud et te trouver quelque chose à manger. » Il prit son téléphone pour appeler Martin, mais hésita. Que faisait-il? Il connaissait à peine ses enfants. Il aurait dû appeler les services sociaux ou la police. Mais quelque chose dans leurs yeux bleus assortit quelque chose d'étrangement familier le fit s'arrêter. «
Monsieur, dit Emma d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Notre maman a dit qu'un homme en costume élégant nous aiderait un jour. Êtes-vous cet homme? La question frappa Connor comme un coup de poing. Avant qu'il puisse répondre, les deux filles se raidirent, leurs yeux s'écarquillant de peur en voyant quelque chose derrière lui. Connor se retourna et vit une femme échevelée s'approcher, le regard fou rivé sur les jumelles. « Te voilà, balbutia-t-elle, visiblement ivre. J'ai cherché partout. Maman, crièrent les filles à l'unisson, mais Connor perçut la peur dans leur voix plutôt que le soulagement. La femme le fusilla du regard. Qui es-tu? Que fais-tu avec mes filles? Demanda-t-elle. J'étais juste. Il nous aidait, maman, interrompit Lily. On a faim. Le visage de la femme se durcit. Toujours à se plaindre, murmura-t-elle. Je vous avais bien dit que je reviendrais, non? Elle leur saisit les poignets brutalement. Allez, on y va. Connor se leva, dominant la femme de toute sa hauteur. Attendez, ces enfants ont besoin de nourriture et d'un abri convenable. Ils gèlent ici. Occupe-toi de tes affaires, mon riche, cracha-t-elle en remarquant son manteau coûteux. Ce sont mes enfants. Quelque chose clochait, terriblement. Les regards craintifs des jumeaux, leur apparence dénutrie, l'agressivité de la femme. Laisse-moi au moins te donner de l'argent pour manger, dit Connor en attrapant son portefeuille. Les yeux de la femme se plissèrent d'intérêt. Combien? Alors que Connor sortait plusieurs billets de $100, il croisa le regard d'Emma. Elle secoua subtilement la tête, les larmes menaçant de couler. En fait, dit Connor en rangeant son portefeuille, j'aimerais appeler quelqu'un qui puisse vous aider. Les filles ont besoin de soins médicaux. Le visage de la femme se tordit de rage. Tu crois que je ne m'occupe pas d'elles? Tu crois que tu en sais plus que leur propre mère? Elle tira les filles vers elle, les faisant gémir. Très bien, gardez votre argent. On n'a pas besoin de votre charité. Tandis qu'elle entraînait les jumelles, Emma lança un regard désespéré à Connor, qui en fut blessé. Lily laissa tomber son ours en peluche dans la neige, mais la femme ne s'arrêta pas. Connor ramassa l'ours usé, l'épousseta et, sans réfléchir, les suivit en gardant une distance discrète. Ils tournèrent dans une ruelle, puis dans une autre, pour finalement entrer dans un immeuble délabré aux fenêtres brisées. Debout dehors, dans l'obscurité grandissante, Connor serra l'ours en peluche et prit une décision. Il appela son assistante. « Sarah, j'ai besoin que tu me trouves le meilleur avocat spécialisé en protection de l'enfance de la ville ce soir. »« Monsieur est ?» Son assistant semblait inquiet. « Tout va bien ?»« Non, » répondit Connor en fixant le bâtiment où les jumeaux avaient disparu. « Mais je vais arranger les choses. » En raccrochant, Connor remarqua quelque chose d'étrange chez l'ours en peluche. Une petite étiquette cousue à son pied portait des lettres effacées, propriété de l'hôpital et mémorial, le même hôpital où Connor est né. Un frisson, plus froid que la neige, lui parcourut l'échine tandis que les pièces d'un puzzle qu'il ne comprenait pas encore commençaient à se former dans son esprit. Cette nuit-là, Connor n'arrivait pas à dormir. Les visages des jumeaux le hantaient, et l'ours en peluche avec l'étiquette du et mémorial hospital trônait sur sa table de nuit comme une accusation. Vers 3 heures du matin, il s'assoupit enfin, avant d'être plongé dans un cauchemar. Dans son rêve, il entendait des bébés pleurer aux deux. Il était dans un couloir de l'hôpital, courant vers le bruit, mais le couloir s'étendait à perte de vue. Lorsqu'il atteignit enfin une porte et la poussa, il vit sa mère, Catherine, plus jeune que jamais, berçant deux nourrissons. Il les emmène, sanglota-t-elle. Ils emmènent mes bébés. Connor se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade, la sueur trempant son pyjama en soie. Le rêve lui parut étrangement vivant, plus proche d'un souvenir que d'un cauchemar. Sa mère était décédée 5 ans plus tôt d'un cancer, emportant avec elle ses secrets. Son téléphone s'alluma, un message de Sarah. Elle lui avait trouvé une avocate, Diana Morgan, la plus importante avocate de la ville en matière de protection de l'enfance. Leur rendez-vous était prévu à 9 heures, mais, incapable de se rendormir, Connor s'habilla et se rendit à l'hôpital et mémorial avant l'aube. Le bâtiment se découpait sur le ciel encore sombre, sa façade moderne dissimulant des décennies d'histoire, dont sa propre naissance, 32 ans plus tôt. La vieille réceptionniste leva les yeux à son approche. « Monsieur est, qu'est-ce qui vous amène si tôt? »« Rien de grave, j'espère ?» Connor força un sourire. Sa famille avait financé l'aile de l'hôpital, et tout le monde le connaissait.
Je consulte juste des dossiers hospitaliers. Les vieux dossiers de ma mère. Son expression s'adoucit. Catherine était une femme merveilleuse, dit-elle. Ton père était fou de joie à ta naissance, tu sais. Je n'ai jamais vu un homme aussi fier. Mon père, Robert est, demanda Connor, surpris. Son père ne lui avait jamais semblé sentimental. Oh oui, répondit-elle, même s'il faisait encore fortune à l'époque, pas comme aujourd'hui, avec le nom et sur la moitié des bâtiments du centre-ville. Elle se pencha en avant. Il a arpenté ces couloirs pendant des heures pendant que ta mère était en travail. Puis, quand ils l'ont enfin laissé entrer pour te voir. Elle s'arrêta brusquement. Quoi, insista Connor. Elle avait l'air mal à l'aise. Oh, rien d'important. De l'histoire ancienne, maintenant. Connor sortit l'ours en peluche. Tu reconnais ça? Il y a une étiquette du mémorialet. Le visage de la réceptionniste pâlit. Où avez-vous trouvé ça? Alors, vous le reconnaissez, demanda-t-il. Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. On n'a pas distribué ces oursons depuis des décennies. C'était pour des cas particuliers. Des cas particuliers, demanda Connor. Tu devrais parler au docteur Whitman. Il est là depuis toujours. Il était chef du service d'obstétrique quand tu es né. Elle nota un numéro. Il est à la retraite maintenant, mais il est bénévole en pédiatrie les mardis et jeudis. Connor la remercia et retourna à sa voiture. Il s'arrêta lorsque son téléphone sonna. C'était Diana Morgan. Monsieur Hay, j'ai examiné la situation que vous avez décrite. Il n'existe aucune trace des jumelles Lily et Emma inscrites auprès des services sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Connor en montant dans sa voiture. Ça pourrait vouloir dire beaucoup de choses. Soit ce ne sont pas leurs vrais noms, soit... Ou quoi? Insista Connor. Ou alors ils n'existent pas officiellement. Le sang de Connor se glaça. Je dois les retrouver. Monsieur Hay, si vous suspectez une mise en danger d'un enfant, nous devons impliquer les autorités. Pas encore, répondit fermement Connor. Je dois d'abord comprendre ce qui se passe. Après avoir raccroché, Connor fixa l'ours en peluche sur son siège passager. Puis il remarqua quelque chose qui lui avait échappé, une petite déchirure dans la couture de son dos. Avec précaution, il élargit l'ouverture et en sortit un morceau de papier plié et jauni. D'une main tremblante, il le déplia. À l'encre délavée, il eut 5 mots qui changeaient tout. Catherine est, jumelle. L'une d'elles a survécu. L'hôpital se profilait dans son rétroviseur tandis qu'un terrible soupçon commençait à se former dans l'esprit de Connor. Il était assis dans sa voiture garée, la note jaunie tremblant dans ses mains. Aurait-il pu avoir un jumeau, et qu'est-ce que cela avait à voir avec les petites filles qu'il avait trouvées? Il fut surpris par un coup frappé à sa fenêtre. Diana Morgan se tenait dehors, l'air inquiet. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, la trentaine, le regard perçant et une attitude pragmatique. Monsieur Hay, je croyais qu'on se retrouvait à mon bureau, dit-elle. Connor lui fit signe de le rejoindre. En s'installant sur le siège passager, elle remarqua l'ours en peluche et le mot. De quoi s'agit-il? demanda-t-elle. Connor passa la main dans ses cheveux. Je pense que c'est plus grave que 2 filles sans abri. Je pense que c'est à propos de ma famille. Il lui raconta tout, la rencontre avec les jumelles, l'étiquette d'hôpital, le mot et son rêve troublant. Diana l'écouta sans l'interrompre, l'air de plus en plus troublé. Tu penses que ces filles pourraient avoir un lien avec ta famille d'une manière ou d'une autre? Demanda-t-elle finalement. Je ne sais pas, mais je dois les retrouver. Diana étudia le mot. Ce papier est vieux, mais quelqu'un aurait pu le glisser récemment pour vous manipuler. Vous êtes un homme riche, monsieur Hay. Appelez-moi Connor, dit-il. Elle hocha la tête. J'ai vu des gens fortunés être la cible d'escroqueries impliquant de prétendus proches disparus depuis longtemps. Il faut être prudent. Je sais ce que j'ai vu. Ces filles. Sa voix tremblait. Elles avaient quelque chose de familier. Le visage de Diana s'adoucit légèrement. Je crois que tu as vu quelque chose qui t'a perturbé. Et si des enfants sont en danger, il faut agir. Mais il faut agir intelligemment. Le téléphone de Connor sonna. C'était son père. Il répondit avec un regard d'excuse à Diana. Connor, où es-tu? La réunion de fusion de Collins a commencé il y a 15 minutes. Je m'occupe de quelque chose de personnel, papa.
Personnel? La voix de Robert s'est durcie. Rien n'est plus important que cet accord. On y travaille depuis des mois. Je serai là dès que possible, promit Connor, même s'il n'avait aucune intention de le faire. Après avoir raccroché, il regarda Diana. Mon père ne doit pas encore être au courant. Pas avant que je comprenne ce qui se passe. Diana hocha la tête. D'accord. J'ai un contact au commissariat qui peut nous aider à localiser le bâtiment que vous avez vu sans que cela soit officiel. Mais avant, j'aimerais parler au docteur Whitman, à l'hôpital. Alors qu'il retournait vers l'entrée de l'hôpital, le téléphone de Connor vibra, accompagné d'un SMS. Il venait de Sarah, son assistante, ton père est furieux. Elisabeth Mercé a appelé et a dit, c'est urgent. Connor se figea. Elisabeth avait été l'amie la plus proche et la confidente de sa mère. Ils avaient perdu contact après la mort de sa mère. Quelque chose ne va pas, demanda Diana. Il faut d'abord qu'on fasse un arrêt, dit Connor en lui montrant le message. Elisabeth sait peut-être quelque chose sur la grossesse de ma mère. 20 minutes plus tard, ils arrivèrent devant une modeste maison en grès brun, dans un quartier calme. Elisabeth ouvrit aussitôt la porte, comme si elle les avait guettés. Connor, dit-elle en le serrant fort dans ses bras. Ça fait trop longtemps. Elle avait maintenant la soixantaine, mais son regard était toujours aussi vif et attentif. À l'intérieur, Elisabeth versait du thé d'une main tremblante. Je t'ai vu aux informations hier soir, m'a-t-elle expliqué. Tu étais en arrière-plan d'un reportage sur les sans-abri. Tu parlais à 2 petites filles. Connor se pencha en avant. Tu les as reconnues? Les yeux d'Elisabeth se remplirent de larmes. Pas eux en particulier. Mais quand j'ai vu ton visage, la façon dont tu les regardais, j'ai su qu'il était temps que tu apprennes la vérité. Elle prit un vieil album en cuir sur son étagère et le posa sur la table basse. Ta mère m'a fait promettre de te le donner si jamais tu commençais à poser des questions. Elle l'ouvrit pour révéler une image échographique intitulée Jumeaux et 12 semaines. Mais ça n'a aucun sens, murmura Connor. Pourquoi mes parents cacheraient-ils un jumeau? Le visage d'Elisabeth s'assombrit. Pas tes parents, Connor. Ton père. Catherine n'a jamais su ce qu'il faisait. Diana et Connor échangèrent un regard tandis qu'Elisabeth tournait la page pour révéler une photo de Catherine tenant 2 nouveau-nés, son visage rayonnant de joie. Qu'a fait mon père? Demanda Connor d'une voix à peine audible. Elisabeth prit une grande inspiration. Catherine a eu une grossesse difficile. Les médecins l'ont mise au repos pendant les derniers mois. Ton père a engagé une infirmière privée, Veronica Blackwood, pour s'occuper d'elle. Connor n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Lors de l'accouchement, il y a eu des complications, a poursuivi Elisabeth. Catherine était sous sédatif. À son réveil, Robert lui a annoncé que l'un des jumeaux n'avait pas survécu. La voix d'Elisabeth se brisa. Elle était dévastée. Mais ce n'était pas vrai, dit Connor en fixant la photo de sa mère tenant 2 bébés en bonne santé. Je n'ai vu cette photo qu'une fois. Quand Catherine me l'a montrée en secret, Robert avait déjà convaincu tout le monde, y compris le personnel de l'hôpital, qu'il n'y avait eu qu'un seul bébé. Elle avait des documents, des certificats de décès. Catherine commença à douter de ses propres souvenirs. Pourquoi ferait-il ça? Demanda Diana. Elisabeth parut peinée. Robert bâtissait alors son empire. Il avait conclu des accords douteux. Il était paranoïaque à l'idée que ses rivaux utilisent sa famille contre lui. Je crois qu'il voyait les jumeaux comme une complication, une vulnérabilité. Alors, qu'est-il arrivé à mon jumeau? Demanda Connor. Catherine croyait que Robert avait organisé une adoption. Elle a cherché pendant des années, mais s'est heurtée à des obstacles partout. Lorsqu'elle est tombée malade, elle m'a fait promettre de continuer à chercher et de te prévenir le moment venu. Et l'infirmière, Véronica, a disparu juste après la naissance. Catherine pensait qu'elle était impliquée. Les pensées de Connor s'emballèrent. Ces petites filles que j'ai trouvées ne peuvent pas être mes jumelles. Le timing est mauvais. Non, acquiesça Elisabeth. Mais il y a plus. Elle tourna la page de l'album, montrant un jeune homme qui ressemblait étrangement à Connor. Voici Thomas. Je l'ai trouvé il y a 3 ans. C'était ton jumeau. Connor avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Les yeux d'Elisabeth étaient remplis de larmes. Il est mort dans un accident de voiture peu après que je l'ai retrouvé.
Il n'a jamais su pour toi. Mais avant de mourir. Sa voix tremblait. Quoi, insista Connor. Il avait des filles, des jumelles. La pièce semblait tourner autour de Connor tandis qu'il pensait à Lily et Emma, dont il ignorait encore les noms. Thomas avait épousé une femme nommée Melissa, et il vivait à Riverside. Après la mort de Thomas, Melissa s'est effondrée. La drogue et l'alcool ont pris le dessus. Connor les a perdus de vue jusqu'à ce qu'il les voie aux informations. Diana a sorti son téléphone et a tapé rapidement. Thomas Reynolds, le nom de sa famille adoptive, dit-elle. Elle leva les yeux vers lui. Thomas est mort il y a 3 ans dans une collision sur l'autoroute 16. Il laisse derrière lui sa femme, Melissa, et ses jumelles, qui avaient 2 ans à l'époque. Connor se leva brusquement. Il faut les retrouver tout de suite, dit-il d'une voix aigre. Connor, avertit Diana. Si ce sont tes nièces, nous devons gérer cela avec prudence, surtout si leur mère est violente ou négligente. Nous avons besoin de preuves avant de pouvoir intervenir légalement. Les filles étaient gelées et affamées dans la rue, rétorqua Connor, un sentiment d'urgence dans la voix. Je comprends, répondit Diana, mais on ne peut pas les prendre comme ça. Il faut monter un dossier. Elizabeth, qui écoutait tranquillement, toucha le bras de Connor. Il y a autre chose que tu dois savoir, dit-elle. Quand Catherine est tombée malade, elle a modifié son testament. Elle a légué la moitié de ses biens à son autre enfant ou à ses descendants. Elle marqua une pause. Robert s'y est opposé, mais n'a pas pu rompre cette clause. Il y a une fiducie valant des millions qui attend les enfants de Thomas. Le téléphone de Connor vibra à nouveau, son père l'appelait pour la 3e fois. Il le coupa. Robert n'a jamais su que j'avais trouvé Thomas, ajouta Elizabeth à voix basse. Mais s'il découvre que tu cherches les filles. Le sous-entendu flottait dans l'air. Si Robert avait autrefois séparé les jumelles, que ferait-il maintenant pour protéger son secret? Je dois retourner dans ce bâtiment où je les ai vus aller, dit Connor, déterminé dans son ton. Diana hocha la tête. J'ai envoyé un SMS à mon contact à la police. Il nous retrouvera là-bas. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Elizabeth glissa un album dans les mains de Connor. Catherine voulait que tu aies ça, dit-elle d'une voix lourde de sens. Et Connor, sois prudent. Ton père est un homme puissant. Dans la voiture, Connor fixait la photo de Thomas, le frère dont il ignorait l'existence, et dont les filles avaient désormais besoin de lui. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais une question restait sans réponse. Si mon père avait organisé l'adoption de ma jumelle, comment les filles de Thomas se sont-elles retrouvées à la rue avec une femme qui semble les négliger? L'expression de Diana était sombre. C'est ce qui m'inquiète. Si ton père est impliqué dans tout ça. La mâchoire de Connor se serra. Alors ces filles sont encore plus en danger qu'on ne le pensait. Ils traversèrent des rues de plus en plus étroites, les quartiers devenant de plus en plus délabrés à chaque pâté de maison. Finalement, ils aperçurent une voiture de police discrètement garée près du bâtiment délabré que Connor avait suivi. Les filles se trouvaient probablement à l'intérieur. Un policier en civil s'est approché alors qu'il se garait. Diana, a-t-il salué d'un hochement de tête. Ce doit être Monsieur Hay. Merci d'être venu, Jacques, dit Diana en désignant Connor. Voici Connor Hay. Connor, voici l'inspecteur Jacques Martinez. Connor serra la main de l'inspecteur. Avez-vous vu quelqu'un entrer ou sortir du bâtiment, demanda Diana. Plusieurs personnes, confirma Jacques. Dont une femme et 2 petites filles il y a environ 1 heure. Elles sont entrées, mais n'en sont pas ressorties. Le cœur de Connor s'emballa. C'est eux. Quelle est notre approche, demanda Diana. Jacques avait l'air inquiet. Ce bâtiment est condamné, mais il est utilisé par des squatteurs. Ce n'est pas sûr, surtout pour les enfants. Je peux vérifier le bien-être du mineur, c'est la procédure habituelle. Et si ce sont mes nièces, insista Connor, l'urgence grandissant. Nous documentons les conditions, répondit Jacques. Si elles sont dangereuses, nous pouvons retirer temporairement les enfants pendant l'enquête. Et ensuite, demanda Connor, les émotions en ébullition. Nous demanderons ensuite la garde d'urgence en fonction de vos liens familiaux, expliqua Diana. En attendant un arrangement plus permanent. Connor hocha la tête, essayant de calmer ses émotions tandis qu'ils approchaient du bâtiment. Jacques ouvrit la marche. L'entrée n'avait pas de porte, juste une couverture sale accrochée à des clous. À l'intérieur,
l'obscurité n'était troublée que par la lueur vacillante des bougies et des feux improvisés dans des poubelles métalliques. L'odeur était étouffante, moisissure, excréments humains, nourriture pourrie. Jacques montra son badge à un homme surpris qui disparut rapidement dans un escalier en ruine. « Quel étage ?» demanda Jacques. « Je ne sais pas », admit Connor. « Je les ai juste suivis jusqu'au bâtiment. »« Nous allons commencer par le bas », décida Jacques. Ils traversèrent prudemment le rez-de-chaussée, annonçant la présence de la police. Ils trouvèrent plusieurs sans-abri, mais aucun signe des jumeaux. Au premier étage, ils entendirent des voix d'enfants derrière une porte renforcée de contreplaqué. Jacques frappa fermement. « Police, ouvrez !» Après un silence, la porte s'ouvrit. La femme que Connor avait vue avec les jumeaux jeta un coup d'œil dehors, ses yeux injectés de sang s'écarquillant à sa vue. « Toi » siffla-t-elle. « Tu as appelé la police. »« Madame, je suis l'inspecteur Martinez. Nous effectuons une vérification de l'état de santé des enfants résidant ici. »« Mes enfants vont bien, dit-elle sèchement en essayant de fermer la porte, mais Jacques la bloqua du pied. « J'ai besoin de les voir, madame. » Derrière elle, Connor pouvait voir les jumeaux blottis sur un matelas sale dans un coin de la pièce. Il n'y avait aucun meuble, aucune nourriture visible, et l'unique fenêtre était brisée, recouverte de cartons qui ne protégeaient guère du froid hivernal. « Emma, Lily » cria Connor d'une voix brisée. Les deux filles levèrent les yeux, la reconnaissance brillant dans leurs yeux. « Tu les connais » demanda Jacques. « Ce sont mes nièces » dit Connor d'un ton ferme. « Les filles de mon frère jumeau. » La femme rit d'un rire rauque. « Frères jumeaux ? Bien essayé, mon riche. Je suis leur mère. »« Êtes-vous Melissa Reynolds » demanda Diana. Le visage de la femme changea. « Qui demande ? » Je suis avocat et représente Monsieur Hay. Nous sommes au courant pour Thomas Reynolds. À la mention de Thomas, l'hostilité de la femme faiblit. « Que veux-tu ? » Pour aider les filles, dit Connor. « Et toi, si tu nous laisses faire ?» Jacques observait la pièce avec une inquiétude croissante. « Madame, je ne peux pas laisser des enfants dans ces conditions. »« Ce n'est pas sûr. »« Vous n'emmènerez pas mes filles » cria la femme en se précipitant vers elle. « Maman » gémit Emma. Connor s'avança d'une voix calme mais ferme. « Melissa, s'il te plaît. Je suis le frère de Thomas. Je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. Je veux aider ces filles. Elles font aussi partie de ma famille. » Thomas n'a jamais mentionné de frère, dit-elle avec méfiance. Il l'ignorait. Nous avons été séparés à la naissance. Quelque chose dans l'expression de Connor avait dû l'atteindre, car les épaules de Melissa s'affaissèrent. « Je n'en peux plus, murmura-t-elle. Après la mort de Thomas, tout s'est effondré. Laissez-nous vous aider, a insisté Connor. Les filles auront un endroit chaud où loger, de la nourriture, des vêtements, et vous pourrez obtenir l'aide dont vous avez besoin. » Melissa regarda ses filles, puis de nouveau Connor. « Vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau, dit-elle doucement. Il avait vos yeux. » Dans ce moment de vulnérabilité, Jacques est intervenu. « Mademoiselle Reynolds, je dois emmener les enfants en lieu sûr ce soir. Vous pouvez venir au poste pour discuter des modalités. » Melissa hocha lentement la tête, la défaite évidente dans sa posture. « Laisse-moi d'abord leur parler. » Elle s'agenouilla près des jumelles et murmura quelque chose. Les deux filles se mirent à pleurer, accrochées à leur mère. « Ce n'est que pour un temps, » promit Melissa, la voix brisée. « Ce gentil monsieur est le frère de ton père. Il va prendre soin de toi. » Connor sentit les larmes lui monter aux yeux lorsqu'Emma leva les yeux vers lui. Son petit visage ressemblait tellement aux photos de Thomas dans l'album. « Vous avez aussi les yeux de mon frère, » dit-il doucement en s'accroupissant à leur hauteur. « Vous les avez tous les deux. » Quelques heures plus tard, Connor était assis dans une pièce austère du commissariat, regardant Lily et Emma dévorer les plats chauds du restaurant d'en face. Propreté maintenant, grâce aux soins attentifs d'une aimable policière, leurs cheveux blonds assortis brillaient sous les néons. Le détective Martinez a organisé une garde d'urgence temporaire pendant que Diana travaillait sur les papiers juridiques, dit doucement Connor à Diana. Elle ressemble tellement aux photos de Thomas, a déclaré Connor. Les tests ADN confirmeront tout, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes, répondit-elle en regardant les filles avec un doux sourire. Melissa avait été emmenée dans une autre salle pour interrogatoire et évaluation médicale.
Le premier bilan était sombre, de graves problèmes d'addiction et de possibles troubles mentaux. Connor ressentait un conflit, de la colère envers elle pour avoir négligé les filles, mais aussi de la compassion pour une femme qui avait perdu son mari et sombré dans le désespoir. Que lui arrive-t-il? Demanda-t-il à Diana. Cela dépend d'elle, répondit Diana. Si elle accepte de suivre un traitement et s'engage dans sa guérison, elle pourrait éventuellement récupérer la garde ou au moins le droit de visite. Mais les filles ont besoin de stabilité maintenant. Emma leva les yeux de ses nuggets de poulet. Notre maman a des ennuis? Connor s'assit à côté d'elle. Ta maman est malade, et les médecins vont l'aider à aller mieux. Elle pleure beaucoup, demanda Lily d'une voix faible mais claire. Depuis que papa est au paradis. Connor déglutit difficilement. Je parie que ton père était merveilleux. Les deux filles hochèrent la tête solennellement. Il faisait les meilleures promenades sur son dos, a déclaré Emma. Et il pouvait faire des crêpes en forme d'animaux, ajouta Lily. Connor sourit, chérissant ces petits aperçus du frère qu'il n'avait jamais connu. J'aimerais bien tout savoir sur lui un jour, dit-il doucement. Une assistante sociale est entrée et s'est présentée comme Madame Reeves. Nous devons documenter l'état de santé des enfants, a-t-elle expliqué. C'est la procédure habituelle en cas de négligence. Tandis que Madame Reeves examinait délicatement les fillettes, Connor et Diana attendaient avec anxiété. Les jumelles semblaient habituées à être examinées, répondant aux questions de l'assistante sociale avec la franchise propre aux enfants. Lily, peux-tu me montrer à nouveau ta tâche de naissance? Demanda Madame Reeves en prenant des notes sur son bloc-notes. L'attention de Connor s'est aiguisée lorsque Lily a baissé le col de son sweatshirt emprunté, révélant une marque en forme de croissant sur son épaule. Emma a le même, annonça fièrement Lily. Nous sommes identiques, acquiesça Emma en montrant sa marque correspondante. Connor sentit la pièce basculer autour de lui. D'une main tremblante, il déboutonna le col de sa chemise et l'écarta, révélant une tache de naissance identique en forme de croissant sur son épaule. Madame Reeves regarda Connor et les filles, son comportement professionnel momentanément oublié. C'est remarquable, dit-elle doucement. Diana le fixa du regard. Connor, tu n'en as jamais parlé. Je ne pensais pas. Sa voix tremblait. Cette preuve physique de leur lien le frappa plus fortement que n'importe quel document. Emma s'approcha lentement, sa petite main tendue pour toucher sa tache de naissance. Comme la nôtre, murmura-t-elle. Oui, dit Connor, la voix chargée d'émotion. Tout comme la tienne. Lily rejoignit sa sœur et observa attentivement le visage de Connor. Tu ressembles à papa, mais tes yeux sont plus tristes. Connor ne put retenir ses larmes plus longtemps. J'aurais aimé connaître ton père. J'aurais aimé savoir que j'avais un frère. Hésitante, Emma grimpa sur ses genoux, immédiatement suivie par Lily. Connor les serra doucement, ces précieux fragments de la jumelle qu'il n'avait jamais connue, son cœur débordant d'un désir protecteur féroce. Madame Reeves s'éclaircit la gorge, visiblement émue. Monsieur est, compte tenu des circonstances et du lien familial évident, je vous recommande pour un placement d'urgence en famille d'accueil. Les filles pourront rentrer chez vous ce soir, sous réserve de l'approbation du tribunal. Merci, murmura Connor, n'ayant pas confiance en lui pour en dire plus. L'inspecteur Martinez est entré avec la nouvelle. Melissa a accepté un programme de traitement en hospitalisation de 30 jours. Elle signe maintenant les papiers de garde temporaire volontaire. Alors que les adultes discutaient de logistique, Connor sentit une petite main sur sa joue. Lily l'observait attentivement. « Es-tu notre oncle ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Connor, la voix chargée d'émotion. « Je suis le frère de ton père. Est-ce qu'on va vivre avec toi maintenant ?» La voix d'Emma était pleine d'espoir, mais incertaine. Connor rencontra leurs regards bleus identiques, les yeux de son frère le regardant en retour. « Si c'est ce que tu veux, j'ai une très grande maison avec beaucoup d'espace. »« Tu as des jouets ?» demanda Lily, privilégiant les considérations pratiques. Connor sourit à travers ses larmes. « Pas encore, mais on pourra régler ça demain. » Les deux filles hochèrent la tête avec sérieux, comme si elles concluaient une négociation. Puis Emma s'appuya contre son torse, son petit corps se détendant sous l'effet de la fatigue. Lily suivit son exemple et, quelques minutes plus tard, elles s'endormirent toutes les deux dans ses bras. Diana observait la scène avec des yeux brillants. « Ils te font déjà confiance. »« Je ne les laisserai pas tomber, » jura Connor en regardant ses nièces. « Je ne laisserai pas tomber Thomas. »
Connor porta les jumelles endormies de sa voiture à son appartement en attique. Leur petit corps reposait dans ses bras. Madame Reeves le suivit avec les quelques affaires des filles dans un sac plastique, les ours en peluche, une photo abîmée de Thomas et un livre pour enfants usés. « Je viendrai demain », a-t-elle promis en partant. Les services sociaux inspecteront votre domicile dans les 48 heures. Seul avec ses nièces, Connor observait son appartement minimaliste et impeccable avec un regard neuf. Le mobilier épuré, les œuvres d'art abstraites et les surfaces impeccables semblaient soudain froids et peu accueillants pour les enfants. Demain, il lui faudrait acheter des lits, des vêtements, des jouets, tout ce dont 2 fillettes de 5 ans pourraient avoir besoin. Pour ce soir, il les déposa délicatement sur son lit king size, encore enveloppé dans les couvertures du commissariat. Il les regardait dormir lorsque son téléphone vibra, accompagné d'un SMS de son père. Rendez-vous demain, 8 heures. Pas d'excuses. Connor coupa son téléphone. Demain apporterait son lot de bataille. Pour l'instant, il avait besoin de repos. Il se réveilla à l'aube et trouva Lily qui le fixait à quelques centimètres. Il s'était endormi sur une chaise près du lit. « Ta maison est très grande », murmura-t-elle. « Bonjour à toi aussi », sourit Connor. « Emma dort encore », rapporta TL. « J'ai faim. » Connor s'est rendu compte qu'il n'avait pas de nourriture adaptée aux enfants. « Et si on commandait le petit déjeuner ?» Lily hocha la tête solennellement. « Des crêpes comme celles que papa faisait. » Absolument. Au moment où Emma se réveilla, les crêpes avaient été livrées et Connor recevait de Lily une éducation détaillée sur les formes animales appropriées. « Papa a fait les meilleures crêpes d'éléphant », a-t-elle expliqué en faisant une démonstration avec sa fourchette. Emma entra en se frottant les yeux. « Où est maman ?» Connor l'assit doucement sur une chaise. « N'oublie pas que maman est chez le médecin qui l'aide à aller mieux. » Emma hocha la tête, mais sa lèvre inférieure tremblait. Connor ajouta rapidement, « Et nous allons faire du shopping aujourd'hui pour tout ce dont vous avez besoin, les filles. » De nouveaux ours en peluche, demanda Emma avec espoir. « Si tu veux. » Mais qu'en est-il de cela? Connor fit un geste vers leurs oursons usés. « Ils sont spéciaux. » Lily expliqua en prenant une bouchée de crêpes. « Papa nous les a donnés. » Connor hocha la tête, compréhensif. « Alors, on les gardera pour toujours. » Après le petit déjeuner, Connor se retrouva face à un dilemme, il ne pouvait pas manquer une autre journée de travail sans explication, mais il ne pouvait pas non plus quitter les filles. Il réfléchissait aux options possibles lorsque la sonnette retentit. À sa grande surprise, Frank, le chauffeur de longue date de sa famille, se tenait dehors. « Monsieur Connor », dit Frank en s'inclinant légèrement. « C'est mademoiselle Elisabeth qui m'envoie. Elle pense que vous pourriez avoir besoin d'aide aujourd'hui. » Connor le fixa, incertain. Frank travaillait pour son père depuis des décennies. Pouvait-on lui faire confiance? Devant son hésitation, Frank baissa la voix. « Je connais Thomas depuis sa naissance, monsieur. J'ai conduit votre mère en secret pour le voir plusieurs fois quand il était enfant. J'attendais ce jour avec impatience. » Connor avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. « Tu le savais depuis tout ce temps? » Frank hocha la tête, le visage buriné et solennel. « Ta mère me faisait confiance. Je l'ai aidé à retrouver Thomas jusqu'à ce qu'on le perde à 18 ans, quand il a changé de nom. Elle n'a jamais su qu'il l'avait retrouvé. » Connor a étudié l'homme qui l'avait conduit à l'école pendant des années, sans jamais faire allusion au secret qu'il gardait. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Ce n'était pas mon rôle, monsieur. Mais maintenant que vous le savez, fit Frank d'un geste subtil vers l'appartement où les jumeaux étaient visibles en train de manger des crêpes, je suis là pour vous aider. Connor prit une décision en une fraction de seconde. Entrez. Il y a quelqu'un que vous devriez rencontrer. Ou plutôt, 2 personnes. À l'intérieur, les jumeaux levèrent les yeux avec curiosité. Les filles, voici monsieur Frank. C'était un bon ami de votre grand-mère. Le sang-froid professionnel de Frank s'est brisé lorsqu'il a regardé les jumeaux. Ils ont le sourire de Catherine, dit-il doucement. Et les yeux de Thomas. Emma l'observa. Tu es chauffeur? Tu portes une casquette de chauffeur. Frank s'agenouilla à sa hauteur et retira respectueusement sa casquette. Oui, mademoiselle. J'ai conduit votre grand-mère pendant de nombreuses années, ainsi que votre oncle. Tu peux nous conduire? Demanda Lily avec enthousiasme. Frank se tourna vers Connor pour obtenir la permission.
Il faut qu'on fasse les courses, confirma Connor. Et ensuite, à mon bureau. Je ne peux pas manquer une réunion du conseil d'administration avec mon père aujourd'hui. Je comprends, monsieur. La voiture vous attendra dès que vous serez prêt. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Frank murmura, « Ton père ne sait pas que je suis là. » Miss Elizabeth a pensé que c'était mieux. Connor hocha la tête, reconnaissant envers ses alliés inattendus qui avaient protégé les secrets de sa mère pendant des années. Pour la première fois, il sentait qu'il n'était pas seul face à cette épreuve. « Merci, Frank, » dit-il en regardant les jumeaux enfiler leur manteau en lambeaux. « Pour tout. » Les yeux de Frank brillèrent. « J'ai fait une promesse à votre mère, monsieur. J'ai l'intention de la tenir. » La journée s'est déroulée comme un tourbillon. D'abord, une séance de shopping où Connor a vite découvert que les petites filles de 5 ans avaient des opinions bien arrêtées sur tout, des chaussures aux brosses à dents. Frank a patiemment attendu qu'ils remplissent la voiture de vêtements, de jouets et de meubles pour enfants, pour une livraison immédiate. « Je n'ai jamais dépensé autant en vêtements de ma vie, » a remarqué Connor alors qu'il quittait le grand magasin. « Tu aurais dû voir ta mère faire les magasins pour toi, » répondit Frank avec un sourire rare. Elle a racheté des rayons entiers pour enfants. Ces aperçus occasionnels de la vie de sa mère, la vie qu'il avait connue mais qu'il n'avait pas encore pleinement vue, donnaient à Connor une douleur douce amère. Lorsqu'ils atteignirent la tour rutilante de Investment, les jumeaux arboraient joyeusement leurs nouvelles robes et manteaux bleus assortis. Connor avait demandé à son assistante de préparer la salle de conférence adjacente à son bureau avec des livres de coloriage, des puzzles et une télévision diffusant des programmes pour enfants. « Sarah, voici mes nièces, Lily et Emma », présenta Connor à leur arrivée. « Elles resteront dans la salle de conférence pendant ma réunion. » Le calme professionnel de Sarah s'estompa un instant. « Des nièces ? Je ne savais pas que vous aviez. » « C'est une nouvelle, » interrompit doucement Connor. « Frank restera avec eux. » « Bien sûr, » acquiesça Sarah, se remettant rapidement. Le conseil est déjà réuni dans la salle de conférence principale. Ton père a demandé de tes nouvelles 3 fois. Connor s'agenouilla au niveau des jumeaux. Je dois aller à une réunion. Pourriez-vous être sage envers monsieur Frank? Tous deux hochèrent la tête solennellement. Lily murmura, ton père est méchant? Connor fut surpris par sa perception. Pourquoi poses-tu cette question? Tu as l'air effrayé, observa Emma. Je n'ai pas peur, le rassura Connor, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Je suis juste occupé. Je reviens bientôt. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de réunion, Connor se prépara. Il n'avait pas préparé quoi dire à son père. Devait-il l'affronter immédiatement ou attendre? La décision était prise pour lui lorsque Robert entra dans le couloir. « Où diable étais-tu » demanda Robert, puis il se figea en apercevant les jumeaux au bout du couloir, visibles à travers les parois vitrées de la salle de conférence. Le visage de Robert se vida. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» Connor étudiait son père, l'homme qui l'avait séparé de son jumeau, qui avait menti à sa mère pendant des décennies. « Vous les reconnaissez ?» Ce n'était pas une question. Robert attrapa Connor par le bras et l'entraîna dans un bureau vide à proximité. « Qui sont-ils » demanda-t-il d'une voix dangereusement basse. « Tu sais exactement qui ils sont » répondit Connor, se surprenant lui-même par son calme. « Ce sont les filles de Thomas. » Robert perdit son sang-froid. « Qui t'a parlé de Thomas? Est-ce important? » Je sais tout. Je sais que tu nous as séparés à la naissance. Je sais que tu as menti à maman toute sa vie. Je sais que Thomas est mort il y a 3 ans, sans jamais savoir qu'il avait un frère. Robert marchait de long en large, sa présence autoritaire habituelle fragmentée par la panique. Tu ne comprends pas. J'ai fait ce qu'il fallait. Nécessaire? Le calme de Connor fut brisé. Tu m'as volé mon frère. Tu as volé un fils à maman. Quelle justification possible? Je protégeais cette famille, dit Robert d'une voix plus forte. J'avais des ennemis. Qui aurait pu utiliser une faiblesse contre moi? Des jumeaux auraient été une cible. C'est insensé, l'interrompit Connor. Tu n'as protégé personne. Tu as détruit notre famille. Le regard de Robert se durcit. Ce que j'ai construit t'a tout donné. Tu n'as jamais manqué de rien, si ce n'est d'un frère? Connor dit doucement, sauf la vérité. Robert jeta à nouveau un coup d'œil vers la salle de conférence. Ses enfants, es-tu sûr qu'ils sont à lui?
Ils ont notre tâche de naissance, dit Connor. Et ils sont le portrait craché de Thomas sur les photos que j'ai vues. Les tests ADN sont en cours. Robert s'affala sur une chaise. L'espace d'un instant, il parut vieux et abattu. On n'aurait jamais dû en arriver là. Thomas a été adopté par une bonne famille. Il était censé avoir une belle vie. Et lui? Le sais-tu seulement? J'ai veillé à ce qu'il ait des opportunités. Des dons anonymes pour son fonds d'études, des contacts avec de bons emplois. Tu l'as espionné, dit Connor, incrédule. Je l'ai suivi, corrigea Robert. De loin, mais je l'ai perdu après la fac quand il a changé de nom. Connor reconstitua la chronologie. Donc tu ne savais pas qu'il était mort, qu'il avait des enfants? Robert secoua la tête, une sincère tristesse se lisant sur son visage. Je les aurais aidés. Comme si tu l'avais aidé en le séparant de sa mère et de son frère? Connor ne put retenir l'amertume dans sa voix. J'ai fait ce que je pensais être juste, a insisté Robert, même si sa conviction semblait vaciller. Catherine n'était pas en état de s'occuper de jumeaux. Elle souffrait d'une grave dépression postpartum. Je pensais qu'elle s'en sortirait mieux avec un seul. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, dit Connor. Non, admit doucement Robert. Ce n'était pas le cas. Le rare aveu de faute de son père laissa Connor momentanément sans voix. Robert reprit son sang-froid, le masque de PDG reprenant sa place. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces enfants? Ce sont mes nièces. J'ai obtenu la garde temporaire pendant que leur mère suit un traitement. Un traitement pour la dépendance? Elle s'est effondrée après la mort de Thomas. Robert a absorbé cela, puis a demandé, et la réunion du conseil d'administration? La fusion avec Collins? Ça peut attendre, dit fermement Connor. Ses filles, elles, non. À sa grande surprise, Robert hocha la tête. Je m'occupe du conseil. Prends la journée. Alors que Connor se tournait pour partir, Robert ajouta, Connor, ne leur dis pas qui je suis. Pas encore. Connor s'arrêta à la porte. Je n'en ai pas l'intention. Ils ont déjà subi suffisamment de traumatisme. Merci, dit Robert si doucement que Connor l'entendit à peine. De retour dans la salle de conférence, Connor se sentit étrangement soulagé. La confrontation qu'il redoutait était terminée. Il savait pourtant que ce n'était que le début d'un processus long et complexe. Lorsqu'il entra, les jumeaux levèrent les yeux de leur livre de coloriage. C'était une réunion rapide, observa Lily. Nous rentrons à la maison, annonça Connor. Déjà? Emma parut déçue, brandissant son dessin à moitié terminé. Tu pourras le finir à la maison, promit Connor. Et on commandera une pizza pour le déjeuner. Les deux filles applaudirent et rassemblèrent leurs nouvelles affaires. Frank s'approcha. Tout va bien, monsieur? Connor regarda vers le bureau de son père. Non, mais peut-être que ça le sera. En partant, Connor remarqua Robert qui l'observait de loin, l'air indéchiffrable, observant son fils avec les enfants de son frère. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent à travers l'immensité du hall moderne. Père et fils, séparés par des décennies de secrets, mais unis par les deux petites filles tenant la main de Connor.